On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque j'avais très envie de vous parler de ces livres qui divisent, ces livres qu'on adore ou qu'on déteste, ces livres dont les avis sont, je ne dirais pas mitigés, mais au contraire extrêmement polarisés. C'est parti, on y va! Je vous préviens d'ores et déjà que pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous n'aurez pas de très grandes surprises. Ce sont des livres dont j'ai déjà parlé, certains plus anciens que d'autres tout de même, mais voilà, il faut bien se dire qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et que plein de gens sont arrivés relativement récemment et n'ont pas entendu parler de ces livres, en tout cas pas de ma part. Donc j'en profite pour en reparler, pour en remettre peut-être certains en avant. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des titres que vous avez trouvés extrêmement polarisés dans les retours que vous en avez vus, soit on aime, soit on déteste, n'hésitez pas à me donner ça en commentaire, ça pourra m'inspirer éventuellement une prochaine vidéo. J'ai relevé pas mal de titres puisque j'en ai 13. Je ne vais pas vous parler des 13, vous imaginez bien, parce que sinon on est encore là demain, puisque je suis une incorrigible bavarde, donc je vais vous parler d'un certain nombre de ces titres, je ne sais pas encore combien, on verra en fonction de combien de temps je filme. Pour être tout à fait honnête avec vous, mais vous verrez ça dans le titre, vous l'aurez déjà vu. Premier livre dont je vais vous parler, c'est un de mes coups de cœur, intersidéral de tous les temps, que j'adore plus que tout, qui fait partie, je pense, de mon top 5 de tous les temps, qui surpasse des classiques que j'ai pourtant adorés. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous savez? Si vous savez, dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé. Je parle bien entendu des Oiseaux du temps de Max Gladstone et Amal El Mottar, qui est un livre que j'ai découvert il y a maintenant 2 ans. 2 ans, je pense, oui, ça devait être en juillet 2022. C'était, je crois, la première LC du Patreon de Paper Palace, si je ne dis pas de bêtises. Si c'était pas la première, c'était dans les premières, c'est une certitude. Et c'est un livre que j'ai découvert à cette occasion, que j'avais emprunté en médiathèque, que j'ai acheté depuis, et qui est un livre qui clairement polarise fortement les lectrices. Les Oiseaux du temps, c'est une histoire d'amour très particulière. C'est publié dans le label Mu de chez Nemos, qui est un label où clairement on publie des textes un peu particuliers, des textes, voilà, souvent de SF, parfois de fantasy, mais qui sont très spéciaux. Et effectivement, c'est un texte qui est extrêmement spécial, puisqu'on va suivre Bleu et Rouge, qui sont deux combattantes, je pense qu'on peut dire, à travers l'espace et le temps. On est dans un univers de SF assez complexe, où certaines organisations, donc 2 organisations en l'occurrence, remontent les brins du temps et le tout dans des espèces de multivers, donc c'est vraiment assez complexe. Et on a 2 super-héroïnes, on pourrait dire, qui sont Bleu et Rouge, qui sont 2 agents extrêmement fortes, chacune dans leur organisme, qui sont par définition ennemies, qui passent leur temps à saboter les plans de l'autre en remontant tel brin d'histoire, en sabotant telle chose, etc. Et Bleu et Rouge vont entamer une correspondance extrêmement particulière, puisqu'on n'est pas sur des SMS, on n'est pas sur des mails, on n'est pas sur des lettres écrites. Je vous laisserai découvrir ça si ça vous intéresse. Et une histoire d'amour va se développer entre Bleu et Rouge, une histoire d'amour vraiment très particulière. Les Oiseaux du temps, c'est un ovni. C'est clairement un ovni. C'est clairement un livre qui ne peut pas faire l'unanimité. C'est une certitude. Je l'ai su quand je l'ai lu, je l'ai su quand je l'ai relu, je l'ai su quand j'ai vu les avis qui étaient extrême justement sur ce livre. J'ai des copines qui l'ont lu, qui ont adoré, j'ai des copines qui l'ont lu, qui n'ont pas du tout aimé, voire qui ont abandonné, et je le comprends parce que c'est un livre qui est très particulier. C'est un livre où il vous faudra accepter de ne pas comprendre plein de choses. C'est un livre dans lequel il va falloir plonger en acceptant que vous ne parviendrez pas à saisir l'univers, à saisir le contexte dans lequel vivent les personnages. Il vous faudra du temps pour commencer les prémices d'une pseudo-compréhension de cet univers, parce que ça n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est cette relation, ce qui compte, c'est cet échange épistolaire, et il faut totalement lâcher prise par rapport au reste, parce que sinon on ne peut pas apprécier sa lecture. Je vous dis qu'il le faut, je sais que tout le monde n'est pas capable de lâcher prise, on n'a pas tous et toutes les mêmes attentes, on n'a pas tous et toutes les mêmes capacités, il y a des choses qu'on supporte, des choses qu'on ne supporte pas, et je le comprends totalement, mais si vous vous sentez capable de lâcher prise par rapport à la compréhension de l'univers, foncez, parce que c'est une histoire d'amour absolument exceptionnelle. J'ai
tellement adoré ce livre. Je l'ai relu depuis. Il est toujours aussi bizarre, il est toujours aussi dérangeant. Même à la deuxième lecture, je n'ai toujours pas tout compris, même si beaucoup de choses se sont éclairées, très honnêtement. C'est un livre particulier. C'est un livre qui est très particulier, mais c'est un des rares livres avec une histoire d'amour qui me convainc, à laquelle je crois, à laquelle j'adhère, qui provoque des émotions en moi, et pour ça, je ne peux que vous recommander de tenter cette lecture. Voilà, Les Oiseaux du Temps, pour moi, c'est un livre exceptionnel, et je sais que pour d'autres, c'est un livre exceptionnellement insupportable, imbuvable, incompréhensible, et je l'entends très bien. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, que vous ayez aimé ou détesté, je comprends parfaitement les deux points de vue. Deuxième livre qui divise, et là pour moi, on est plutôt du côté échec de la chose que du côté réussite, c'est La Maison des Feuilles de... je ne sais plus le nom de l'auteur, publié, en tout cas réédité chez Monsieur Toussaint Louverture, mais il a été publié une première fois chez De Noël, je crois. J'ai un doute. Bref, je l'avais emprunté en médiathèque et grand bien m'en a fait puisque je n'ai absolument pas réussi à lire ce livre. Alors, pour plein de raisons, c'était pas que la faute du livre. J'étais moi-même peut-être pas dans le meilleur état d'esprit, je l'avais pris en vacances, je crois que c'était aux vacances d'octobre. Donc je l'avais pris avec moi dans ma valise et j'avais peut-être pas l'esprit à lire ce genre de lecture, c'est fort probable, mais ça ne l'a pas fait. La Maison des Feuilles, c'est un livre extrêmement particulier puisqu'on va suivre un personnage qui... Comment vous résumer ça? Je ne sais même pas si j'en suis capable. En gros, on est sur un système de narration qui est très particulier. Il y a d'abord l'histoire de base, on pourrait dire, la couche la plus en dessous de tout ça, qui est l'histoire d'une famille qui va s'installer dans une maison très particulière, puisque des couloirs apparaissent, des portes apparaissent, disparaissent, et que ça rend les habitants un petit peu zinzin, ce qu'on peut comprendre. On a une deuxième couche de narration avec un homme qui a étudié ça, qui en a fait une espèce de thèse, et on a une troisième couche de narration avec Johnny, je crois qu'il s'appelle, qui lit cette thèse. Donc il lit cette histoire à travers le regard, le prisme de la personne qui a étudié cette histoire et qui a fait une thèse dessus, une sorte de thèse on pourrait dire. Je suis désolée s'il y a des mouches qui volent sur le micro, veuillez me pardonner. Donc Johnny qui lit cette thèse, donc il lit cette histoire à travers, et bref, c'est un livre qui est très particulier, c'est un livre où il y a des énigmes, c'est un livre où il y a des jeux de mots, c'est un livre où il y a des mots à l'envers, des pages à l'envers, c'est un livre qui n'a ni queue ni tête, qui est labyrinthique, qui est cryptique, et en soi le début m'a plutôt accroché, mais très rapidement j'ai eu du mal à suivre. J'ai eu du mal à suivre Johnny, que je trouvais relativement antipathique, je vais pas vous le cacher. J'ai eu du mal à en fait y retourner, tout simplement. Je ne dis pas, je n'exclus pas de retenter l'expérience un jour, parce que je pense qu'il y a une réelle expérience de lecture avec cet ouvrage, mais j'ai vraiment pas accroché à cette première lecture. On le lisait avec Pénélope, Marion, et je crois que c'était Véronique, si je dis pas de bêtises. Marion a abandonné, Pénélope a abandonné, j'ai abandonné. On n'a pas abandonné au même stade. Je crois que Véronique a beaucoup aimé et quelqu'un l'avait rejoint après pour continuer la lecture avec elle, et elles ont pas mal échangé dessus, donc je pense que ça a plutôt marché pour elles. C'est une lecture qui demande peut-être un état d'esprit particulier, une certaine disponibilité, peut-être aussi qui fait référence à des aspects culturels que je n'ai pas, à des clés de lecture que je n'ai pas. Je me suis perdue dans le labyrinthe avec La Maison des Feuilles, mais je comprends encore une fois qu'on puisse aimer. Je suis persuadée que si on est dans le bon état d'esprit, si on est dans... Voilà, si on aime ce genre de livre, ça peut être une lecture incroyable, parce que c'est une lecture presque à énigme à certains moments, je pense. Je retenterai peut-être. Honnêtement, je retenterai peut-être parce que je peux pas dire que j'ai franchement détesté, mais... Voilà, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Je vous avoue que j'appréhende même l'idée de le retenter un jour, mais pourquoi pas. En tout cas, je ne ferme pas la porte totalement. Je reste ouverte à cette idée parce que j'avais trop peu lu peut-être pour m'en faire un réel avis. J'avais arrêté à peut-être 10 ou 15%, donc je ne sais pas quoi vous en dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Je sais que Pepper Palace a adoré sa lecture, je sais que plein de gens ont adoré, je sais que plein d'autres ont détesté, donc c'est compliqué. C'est une lecture très particulière qui demande peut-être un certain état d'esprit. Voilà, je n'ai pas d'autres explications à vous donner, mais je veux bien votre retour si vous l'avez tenté, si vous l'avez lu, aimé ou détesté. Nous allons totalement changer de style, de genre de bouquin, et je vais revenir sur un livre qui, encore une fois, a beaucoup polarisé les avis, mais j'ai une explication
je pense à ça. Je parle de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, publié chez Brajlon il y a maintenant un certain temps. Moi je l'ai lu cet été avant de partir en vacances, donc en juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et moi j'ai adoré ce livre, j'ai beaucoup aimé. Je le lisais avec Juliette qui n'a pas aimé, mais elle c'est pour des raisons que j'entends parfaitement. C'est parce que pour elle le livre souffrait de la comparaison de la lecture de La guerre du pavot qu'elle avait fait quelques mois auparavant et qui avait des points communs mais qui étaient moins bons pour elle. Donc ça, encore une fois, c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas. Hein. Parfois, on lit deux livres similaires avec un qu'on trouve tellement excellent que l'autre ne nous paraît pas bon. C'est compréhensible. De toute façon, la lecture, c'est ça. Hein. C'est que ça, malheureusement, c'est que des comparaisons ou pas en fonction de l'état d'esprit, de ce qu'on a lu avant, etc. Mais bref, Celle qui devint le soleil, clairement, ça a fait partie de ces livres qui ont fortement divisé. Et comme Kim l'a évoqué dans une de ses dernières vidéos, il y a une explication très simple à ça. Ce livre a été extrêmement mal vendu. Ce livre a été, en tout cas, mal reçu, mal compris quand il a été publié. Parce que je pense que c'était à l'époque où vraiment il y avait quelque chose d'associé, une espèce d'étiquette peut-être implicite associée à la publication de livres reliés collector avec des jaspages très clinquants sur les tables de librairie. Et je pense que cette étiquette implicite, c'était fantasy, voire même romantasy, alors que ce livre n'est pas franchement de la fantasy et n'est pas du tout de la romantasy. Donc je pense que vraiment il a souffert de ça, il a souffert de comment il a été reçu, de comment il a été perçu. Je pense que beaucoup de gens ont acheté ce livre parce qu'il faisait beau dans les étagères et que du coup leurs attentes ont été déçues parce que ça n'était pas ce qu'elles pensaient. C'est très dommage, ça arrive un peu trop souvent avec Brajlon ces derniers temps, je trouve, dans ce sens-là comme dans l'autre au demeurant. Soit, on va pas revenir là-dessus, c'est des questions de marketing, c'est autre chose. Toujours est-il que Celle qui devint le soleil, c'est l'histoire. Je n'ai plus les prénoms, je suis désolée, je l'ai lu il y a très longtemps, j'ai pas recherché les prénoms avant de commencer cette vidéo, mais c'est l'histoire d'une petite fille qui vit en Chine avec son père et son frère, et dans une Chine un peu médiévale, je crois que c'est 1300, quelque chose comme ça. Et en fait, on est vraiment dans ce contexte de société où les filles ne valent rien et même coûtent, puisque quand il y a la famine, leur donner à manger, c'est ne pas se nourrir soi-même. Donc on est vraiment sur cette petite fille, enfin cette jeune, oui petite fille je crois, qui est extrêmement maltraitée par son père, par son frère aussi, et qui va se retrouver au tout début, ça ne spoile rien, avec son frère qui va mourir, enfin le père va mourir, puis le frère va mourir, elle va se retrouver livrée à elle-même, en sachant qu'elle est une fille et qu'elle est une moins que rien, qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir dans la vie. Et elle va se rappeler d'une prédiction qui a été faite en disant, où on a dit à cet homme que son fils aurait un destin d'exception. Et elle va décider de prendre la place de ce fils mort, elle va se grimer en homme au début, et elle va changer de prénom, elle va aller dans une espèce d'abbaye monastère où elle va être prise comme apprentie et beaucoup de choses vont découler de ce choix, des rencontres, de la politique par la suite. C'est un livre qui est de la très low fantasy. Il y a un tout petit peu peut-être de magie, je pense. Je me souviens plus très bien, mais dans mon souvenir il y a un tout petit peu de magie ou en tout cas de quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la magie. Mais ça n'est pas du tout le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est une réécriture de cette période d'invasion de la Chine par les Mongols, de cette période de troubles politiques en Chine. Et c'est ça, Celle qui devint le soleil. C'est de la réécriture historique chinoise médiévale. Et si vous y allez en imaginant qu'on va être sur de la romantasy, si vous y allez en imaginant qu'on va être dans de la fantasy, de la high fantasy, où ça se tape dessus, ça se tape un peu dessus ceci dit, mais c'est pas ça en fait. Et je pense que c'est pour ça que ce livre a été autant critiqué, parce qu'il a déçu les attentes des lectrices. Est-ce la faute au marketing? Est-ce la faute aux lectrices qui n'ont pas été assez vigilants en achetant ce livre? Je ne sais pas. Moi en tout cas j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. J'ai d'autant plus aimé que c'est un livre qui, au-delà de cet aspect historique et qui m'a passionné, a aussi une volonté de représentation, puisqu'on va avoir ce personnage non binaire en fait, qui ne s'identifie plus comme une fille, pas complètement comme un garçon. On va aussi avoir la question d'un personnage eunuque qui est dans un peu ce même cas de figure. C'est un roman qui va parler de relations saphiques, qui va parler de beaucoup de choses et qui est vraiment très bon. Moi j'ai adoré. On a des personnages qui sont extrêmement gris d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, qui font des choix que l'on peut remettre en question, mais que l'on peut comprendre aussi. Enfin, c'est vraiment un roman particulier.
et c'est un roman que j'ai adoré, que je ne peux que vous recommander, mais n'y allez pas en vous disant c'est de la high fantasy, n'y allez pas en vous disant c'est de la romantasy, ça n'est pas du tout le cas, et vous allez être déçus comme tous les autres. Nous allons maintenant passer dans un tout autre genre, encore une fois, c'est un livre de fantasy young adult étiqueté romantasy qui vient encore de chez Brajon puisque c'est publié chez Big Bang. Cette fois, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je veux en reparler parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce livre et je parle de La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft. Roman qui a été assez mal reçu, roman qui n'a pas été apprécié à mon sens à sa juste valeur. On est ici effectivement dans une romantasy, mais on a un pitch de base qui promet des choses un petit peu épiques puisqu'on est dans un roman où il y a un espèce de renard, avec un espèce de dieu renard en fait, qui apparaît à une certaine période et une chasse est organisée. Pour mener cette chasse, il faut des binômes, un ou une chasseur-chasseuse, un ou une alchimiste. L'histoire de base, c'est ça. Donc, on va partir sur deux personnages, donc une chasseuse et un alchimiste. L'alchimiste est un jeune homme qui a plus ou moins raté ses études, qui est plus ou moins dans des questionnements autour de sa vie, qui ne sait pas très bien quoi faire, qui voudrait être alchimiste pour aider sa famille, qui est assez pauvre, qui a du mal à s'en sortir. Il a, je crois, 4 sœurs et sa mère, le papa est décédé, et qui veut devenir alchimiste parce qu'il sait que c'est une bonne condition et qu'il sait qu'il pourrait aider sa famille. Et sa dernière chance, c'est d'aller toquer chez une alchimiste de grande renommée, un peu paumée à la campagne, et cette alchimiste, c'est la mère de notre héroïne. Sauf que manque de peau, cette femme n'est pas là, ça fait un certain temps qu'elle a disparu, qu'elle n'a pas donné de nouvelles à sa fille croit même qu'elle est morte, ou en tout cas qu'il lui est arrivé quelque chose, et la jeune fille vit seule, et vit dans des conditions un petit peu difficiles, parce qu'elle n'est pas très riche, elle survit plus qu'autre chose. Donc la romantasy, sans grande surprise, la romance va se passer entre ces deux personnages, tout en travaillant autour de cette histoire épique de Dieu à chasser. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est ce que les gens n'ont pas aimé dans ce livre. C'est-à-dire que on est sur un slow burn. Ça veut dire que ces personnages ne sont pas ennemis, ne sont pas franchement rivaux au début, mais on est sur une jeune fille qui a vécu beaucoup d'abandon depuis qu'elle est petite. Le père est parti, son frère est décédé, sa mère l'abandonne régulièrement. Elle vit seule, elle vit recluse, aussi parce qu'elle a une religion qui est très mal vue par les habitants du village et par la société de manière générale, cette société-là. Et donc elle vit seule, elle est rejetée, elle est assez peu aidée, assez peu entourée. Et quand ce jeune homme se présente, elle est évidemment très méfiante, elle ne veut pas de lui. Elle va plus ou moins être obligée parce qu'elle va comprendre qu'il est alchimiste et qu'ils peuvent former ce duo pour cette chasse et que cette chasse pourrait potentiellement l'aider. Et voilà, il y a plein d'attentes derrière cette chasse, la réussite en tout cas de cette chasse, même d'un point de vue pécunier. Et donc ils vont former un duo qui pendant très longtemps est un peu bancal, parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils sont très différents tous les deux, parce que lui est du genre un peu séducteur, qui a du bagou et qui se joue de ça pour s'en sortir dans la vie, alors qu'elle est très renfermée, qu'elle a beaucoup de problèmes de confiance en elle, de confiance en les autres de manière assez logique. Bref, donc on est sur un slow burn de ce côté-là. Concernant l'autre aspect de l'histoire qui est la chasse, toute la chasse repose sur ce duo. Donc, tout le livre est conditionné à l'entente qui va se développer entre eux, à la complicité qu'ils vont réussir à développer, et la chasse arrive en fin de livre. Et pour moi, c'était d'une logique imparable. Ça veut dire que pour moi, si on avait eu la chasse au début ou dans le premier tiers du bouquin, mais quelle aurait été l'histoire en fait? Pour moi, il est totalement cohérent que le bouquin fonctionne sur la construction des relations de ce duo pour mener cette chasse, et donc que cette chasse arrive à la fin. Sinon, de quoi on parle sur la deuxième moitié de l'histoire en fait? Je pense que les attentes n'étaient peut-être pas les bonnes, je ne sais pas, ou alors peut-être que les gens ont trop l'habitude d'un certain schéma de romantasy qui n'était pas ici celui habituel, mais pour moi c'était un très bon livre young adult parce que ça parlait de relations familiales positives comme toxiques, vraiment toxiques, hein. Il y a vraiment une relation familiale très toxique dans ce bouquin. Ça parlait de confiance, ça parlait de xénophobie, ça parlait de rejet d'autrui à cause d'une religion, ça parle de sujets de fond hyper important. Ça parle de relations amoureuses, ça parle de comment on apprend à faire confiance, ça parle de confiance en soi, ça parle de mille et une choses hyper importantes et très réussies. Vraiment, pour moi, ce bouquin était réussi. C'est pas un coup de cœur absolu, mais plus j'ai vu les critiques de ce livre qui étaient hyper négatives, plus je me suis accrochée au fait que j'ai aimé ce livre et qu'il vaut le coup d'être lu et surtout par le public cible, vraiment.
C'était un très bon livre, voilà, donc je vous le dis, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue, je veux que ce soit une vidéo qui soit accessible et divertissante. Si elle est trop longue, ça risque de bloquer certaines personnes pour la lancer et je trouve ça important de parler de ce type de livre, de ce type d'ouvrage qui divise parce qu'il y a des partis pris, parce qu'il y a une audace dans l'écriture, parce que ce sont des livres différents. En fait, si vous regardez bien cette sélection, c'est des livres qui sont différents. Pour plein de raisons, comme je vous le disais, pour les partis pris, pour les choix de narration, d'écriture, de que sais-je. Et je trouve ça bien de sortir des lectures habituelles avec des tropes habituelles, avec des schémas classiques habituels. Et si jamais vous aviez des appréhensions par rapport à ces lectures à cause des avis négatifs, je veux vous donner mon petit avis qui vaut ce qu'il vaut. Bien évidemment, c'est pas une vérité absolue, mais peut-être vous donner envie de le voir différemment, de l'appréhender différemment et peut-être de lire un de ses livres. Qui sait, pourquoi pas, vraiment, j'en serais ravie. Après, vous avez le droit de pas aimer, mais au moins vous vous serez fait un avis en le lisant et votre propre avis. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ces 4 livres. J'en ai plein d'autres du coup, mais je pense qu'il faut rester sur un format relativement court et n'hésitez pas à me donner vos titres à vous. Pour vous, quels livres ont reçu un accueil extrêmement polarisé avec vraiment ces extrêmes de j'adore ou je déteste. Je serais ravie d'en avoir d'autres, même des livres que moi je n'ai pas aimés, vous dire pourquoi moi je n'ai pas aimé et m'intéresser à ce que les gens ont aimé de ces livres et voir et confronter en fait quelque part ces points de vue. Confronter mon point de vue avec les commentaires des gens qui ont aimé, ça peut aussi être intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je serai ravie de voir vos titres. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à mettre un pouce en l'air, un petit like, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez une partie 2 peut-être de ces livres qui divisent, qui défraient la chronique par les avis extrêmes qu'on peut trouver dessus. Donc il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite à tous et tous une très très belle journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!